Il est tout juste 19h heure d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 30 janvier 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan des martyrs palestiniens s'élève à 71 669 et 171 434 blessés. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans un entretien accordé à la chaîne d'information Al24 News, la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, a souligné que c'est à la France de faire le premier pas. Conflit en Ukraine, l'Union européenne inscrit la Russie sur sa liste noire en raison des risques de blanchiment d'argent. Les détails dans ce journal. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 669 martyrs et 171 434 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan annoncé par les autorités sanitaires palestiniennes. Et des Palestiniens en deuil à Deir el-Balah à Gaza ont organisé vendredi 30 janvier des funérailles pour leurs proches tombés en martyrs jeudi soir lors des frappes sionistes. Quelle trêve! On se berce d'illusions. Quelle trêve! On se berce vraiment d'illusions en restant ici assis. Quelle trêve! Et chaque jour, ils s'en prennent à un groupe de jeunes hommes qui vont prier ou qui se trouvent dans la rue. Où s'est terminée la guerre? Chaque jour, il y a des martyrs, des blessés, ces malades. Quel feu a pris fin? Les Palestiniens de Gaza attendent toujours la rouverture complète du poste frontière de Rafah dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu signé en octobre dernier. À la frontière de Rafah, on ne peut s'empêcher de remarquer les longues files d'attente de camions de secours garés le long de la route alors que les conducteurs attendent le feu vert pour entrer à Gaza. Certains chauffeurs ont exprimé leur colère. Je transporte des médicaments essentiels. Israël a refusé ma cargaison à 21 reprises. Pendant 15 mois, je me suis rendu à la frontière et ils m'ont systématiquement refoulé. L'UNRWA a un besoin urgent de ces médicaments. Ils proviennent d'autres pays et ont été acheminés par avion. Je les ai transportés depuis l'aéroport du Caire et ils sont bloqués ici depuis près de 2 ans. Une fois, ils ont refusé les médicaments parce que les palettes en bois du camion étaient rayées. L'autre fois, ils ont dit que mon camion mesurait 180 cm de haut et qu'il devrait être plus court de 5 cm. Que des excuses. Ils déchargent les médicaments, en cassent une grande partie en les fouillant, puis ils les rechargent et me disent qu'ils sont refusés. Je livre de la nourriture, des tentes et des couvertures. Le camion est fouillé 2 fois à la frontière, déchargé du côté palestinien, puis je repars. Une partie de la nourriture s'est gâtée à cause du retard, mais le reste était bon. Je souhaite que le point de passage de Rafah reste ouvert indéfiniment et que nous puissions acheminer de l'aide en permanence, comme avant la guerre. Je suis ici depuis 2020. Je veux la paix pour nos frères de Gaza. Ils souffrent. Et justement, le point de passage de Rafah unique issu pour les blessés, les malades et les déplacés reste fermé. Cette fermeture transforme l'attente en condamnation et plonge des milliers de Palestiniens dans le désarroi. Commentaire Naïla Hamouda. À Gaza, la mort ne tombe pas seulement du ciel. Parfois, elle vient du silence d'une porte qui ne s'ouvre pas. Pour des milliers de blessés et de malades, le point de passage de Rafah n'est plus une simple ligne sur une carte. C'est un poumon que l'on comprime. Nos vies sont liées à ce passage. S'il s'ouvre, il nous donne la vie. S'il reste fermé, nous demeurons dans un état de mort clinique. Je suis hospitalisé depuis 100 jours. 100 jours d'attente, et il n'est pas seul. Derrière les murs criblés d'éclats, les données révèlent une réalité implacable. Plus de 20 000 citoyens attendent de partir, parmi eux 4 000 enfants et 4 000 patients atteints de cancer. Il existe des cas extrêmement critiques, nécessitant une évacuation immédiate. Même si l'espoir est pris en otage, étudier n'est plus un droit, mais un rêve interdit
par des barrières de béton et de politique. L'université islamique, autrefois symbole de savoir, n'est plus qu'une carcasse de béton. J'ai postulé à des bourses en Turquie, en Hongrie. L'ouverture du pont de passage est cruciale pour que je puisse enfin terminer mes études et reprendre le cours de ma vie. Et puis, il y a le silence des foyers vides. Ayman ne demande pas une bourse, ni une opération. Il demande l'essentiel, l'odeur de ses enfants, le regard de sa femme. J'attends la réouverture du point de passage pour revoir mes enfants et ma femme. Elle a quitté Gaza avec eux pour accompagner son père, blessé lors d'une frappe aérienne israélienne à Deir el-Balah, et qui avait besoin de soins médicaux. Je n'ai pas vu ma famille depuis près de 2 ans, et il me manque terriblement. Le point de passage de Rafah est fermé, et avec lui, les perspectives d'une population épuisée. Maintenir ce verrou, c'est condamner des milliers de gens à une attente sans fin où l'on finit par mourir de n'avoir pas pu partir. À Gaza, la liberté de mouvement n'est plus un concept juridique, c'est une urgence vitale. Et l'Afrique du Sud a déclaré le chargé d'affaires sioniste, le dénommé Ariel Saïdman, persona non grata, l'accusant de violation inacceptable des normes et pratiques diplomatiques, a annoncé ce vendredi le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Le chargé d'affaires sioniste est tenu de quitter le pays dans un délai de 72 heures, a précisé le ministère dans un communiqué publié sur son site internet. Le ministère l'accuse de violation inacceptable des normes et pratiques diplomatiques constituant un défi direct à la souveraineté de l'Afrique du Sud. Ces violations comprennent l'utilisation répétée de plateformes officielles sur les réseaux sociaux pour lancer des attaques insultantes contre le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi que le manquement délibéré à informer le ministère sud-africain des Affaires étrangères de prétendues visites de responsables sionistes, a indiqué le ministère dans un communiqué. À Gaza, le génocide se joue aussi par le déplacement forcé dans le but de rendre la survie impossible. Présentée comme sécuritaire, cette stratégie vise efficacement durable de la présence palestinienne, une logique coloniale ancienne renforcée par le silence des puissances occidentales. C'est un sujet signé Tinina Al-Makassi. À Gaza, le génocide ne se mène pas seulement par les bombardements. Il se déploie aussi dans l'organisation méthodique de la survie impossible. Donc le déplacement forcé et définitif des populations gazaouis constitue l'ultime objectif. Le déplacement forcé de la population palestinienne, présenté comme une mesure humanitaire ou sécuritaire, constitue en réalité l'un des instruments centraux de la destruction sociale de l'enclave. Déplacer, c'est déjà déraciner. Déplacer sans retour possible est une épuration ethnique programmée, d'autant plus que le droit au retour est déjà au cœur des revendications palestiniennes depuis la Nakba en 1948. Depuis le début du génocide le 7 octobre 2023, les habitants de Gaza sont sommés de fuir de zone en zone dans un espace pourtant clos, assiégé, privé de ressources vitales, puis encore sous blocus depuis 2007. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'entité sioniste n'a pas cessé. Les bombardements, les tirs ciblés dans plusieurs régions de l'enclave, sans citer les lignes jaunes sionistes, dont les tentations de les transformer en frontières permanentes sont de moins en moins timides. Cette stratégie n'est ni accidentelle ni improvisée. Elle s'inscrit dans une longue histoire coloniale où l'expulsion, la fragmentation territoriale et la précarisation extrême servent un objectif politique clair: rendre la présence palestinienne impossible sur les terres palestiniennes. Face à cela, le discours dominant des puissances occidentales se réfugie dans une neutralité feinte en appelant à la retenue pendant que l'étau se resserre non seulement sur Gaza mais aussi sur la Cisjordanie occupée où les nouvelles colonies sont de plus en plus nombreuses. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de passer à la deuxième phase de l'accord, a rapporté ce vendredi l'agence de presse palestinienne Wafa. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi soir, Guterres a déclaré que le cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza en octobre dernier après 2 ans de génocide sioniste est actuellement décrit comme une réduction des tirs de l'armée sioniste sans pour autant y mettre fin complètement. Le patron de l'ONU a en outre exprimé
exprimé sa forte opposition à toutes les mesures prises par les forces d'occupation visant à saper la solution à deux États, en particulier en Cisjordanie occupée, à travers la construction de colonies, la démolition de maisons, le déplacement forcé des citoyens palestiniens et l'escalade de la violence des colons. Et des militants ont déployé un immense portrait de la fillette palestinienne de 5 ans, Hind Rajab, sur une plage de Barcelone jeudi 29 janvier pour le deuxième anniversaire de sa mort à Gaza. Et sa mère a appelé à attirer l'attention internationale sur la situation des enfants gazaouis. Hind Rajab is not just a child. Hind Rajab n'est pas qu'une enfant aujourd'hui. Hind représente tous les enfants de Gaza. Son nom est devenu un crime. Son image est devenue un témoignage. Dessiner Hind dans le sable, c'est dire ceci. Même s'ils essayent d'effacer la vérité finira par revenir, même si la mer l'emporte. The voice of Hind Rajab, did not stay in the car. Dessiner Hind dans le sable signifie dire ceci. Même la voix de Hind Rajab n'est pas restée confinée dans une voiture. Elle a traversé les océans, les langues, et c'est la preuve que nous n'avons pas besoin de parler les mêmes langues ni de nous ressembler. Nous n'avons pas besoin de venir du même endroit pour choisir l'humanité. Et Gaza continue de payer un lourd tribut alors que le monde reste silencieux. Certaines personnalités s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles qualifient de génocide. Iman Marat. Depuis le début de cette année 2026, Gaza, encore sous les bombes, et le bilan humain de plus en plus effroyable. Plus de 70 000 martyrs, majoritairement des civils, dont des femmes et des enfants. Des hôpitaux submergés, la famine aux portes de Gaza, ni eau ni nourriture, chaque jour apporte son lot de désespoir. Mais ce qui choque autant que les bombardements sionistes, c'est le silence international. Alors qu'un cessez-le-feu est décrété depuis octobre 2025, les grandes puissances restent silencieuses aux violations quasi quotidiennes face à un monde qui détourne encore le regard. Arborant un kéfier autour du cou, le Catalan prône un discours vibrant et courageux. Prononcé au risque de critiques dans le monde du sport et des pressions sur son poste, mais Guardiola a choisi la parole pour rappeler que le silence face aux enfants est inadmissible. Quand je vois un enfant dans les décombres se demander où est sa mère, je me demande toujours que doivent-ils penser. Et je me dis que nous les avons laissés seuls, abandonnés. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Les enfants de Gaza souffrent et le monde détourne le regard. Il est temps d'agir, de parler, de protéger. Le silence face à ce qui est qualifié de génocide à Gaza n'est pas seulement un échec politique, c'est aussi un danger moral et juridique. Dans le milieu culturel, d'autres voix brisent courageusement ce silence, en courant le risque de marginalisation professionnelle. De Juliette Stevenson, actrice britannique, qui s'indigne du mutisme de son industrie. Je suis profondément déçue par le silence de mon industrie. Si nous ne parlons pas de ce qui arrive à Gaza, qui le fera ? Ces prises de parole courageuses rappellent que parler peut coûter cher, réputation, carrière, relations professionnelles, mais le prix du silence serait bien plus lourd. Sur le plan diplomatique, la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, alerte sur les crimes d'atrocité et les violations du droit international. Ces rapports courageux mettent en lumière l'urgence d'agir, même si ces dénonciations déplaisent à certains États. Pendant ce temps, des gestes symboliques résonnent dans le monde. Un portrait géant de Hind Rajab, enfant tué dans le conflit, a été déployé sur une plage de Barcelone, rappelant que derrière les chiffres se cachent des visages, des vies, des familles. À Gaza, la population attend toujours plus que des paroles. Protection, aide humanitaire, justice. Et alors que 2026 avance, certains choisissent de briser le silence, convaincus que perpétuer ce mutisme, c'est trahir l'humanité au risque de leur réputation ou de leur carrière. En ce début d'année 2026, Gaza n'est plus qu'un simple chiffre, ce sont des enfants, des familles, des vies volées, des personnalités s'élèvent au risque de tout perdre pour rappeler que le silence est plus lourd que la parole.
Dans le reste de l'actualité de ce journal, dans un entretien accordé à la chaîne d'information L24 News, la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, a souligné que c'est à la France de faire le premier pas. Dans les instances internationales pour protéger la santé des populations. Donc moi, je vois des choses simples à faire. Si on fait reculer des postures de est-ce que c'est moi qui fais le premier pas, non, c'est à la France de faire le premier pas dans cette restitution. Pourquoi non pas pour choses aussi simples sont difficiles à accomplir? C'est la bonne question, si vous voulez. C'est la bonne question. Pourquoi des choses aussi simples sont difficiles à construire? Évoquant le cas du journaliste français Christophe Glaise, emprisonné en Algérie, Ségolène Royal a salué la décision prise par le ministre algérien de la Justice de lui permettre de lui rendre visite ce vendredi 30 janvier. J'avais évoqué depuis longtemps, sachant que je venais ici, la situation de mon compatriote Christophe Glaise. Je l'avais fait respectueusement et discrètement parce que je voulais laisser la liberté aux autorités algériennes de prendre la décision qui leur convenait. Et j'ai eu la grande satisfaction d'avoir été appelée par le ministre de la Justice à ma demande. Bien évidemment, la demande émanait de moi au départ. Et il a voulu me communiquer lui-même la réponse à la demande que j'avais faite en m'autorisant à rendre visite demain à Christophe Glaise. Très bien. Et je lui en suis très reconnaissante. Par ailleurs, la présidente de l'association France-Algérie a mis en avant l'évolution qu'a connue l'Algérie ces dernières années dans différents domaines. Ça m'inspire que l'Algérie est aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Je suis venue ici il y a 10 ans. Donc, a fortiori, elle n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 60 ans. Voyez ? Et parfois, l'image des Français est figée sur l'Algérie d'il y a quelques dizaines d'années. Mais non, il faut maintenant ouvrir les yeux et regarder cette évolution formidable du développement économique. Pour ne résumer qu'en un seul mot, l'Algérie, qui était un pays essentiellement importateur, est aujourd'hui un pays exportateur. Et des sources médiatiques ont révélé l'implication de l'actuelle ministre française de la Culture, Rachida Dati, dans la campagne hostile menée contre l'Algérie, en figurant parmi les responsables directs à l'origine de la diffusion par la chaîne publique française France 2 d'une prétendue enquête contenant des allégations mensongères et des contre-vérités au contenu hostile à l'Algérie. Dans une enquête diffusée jeudi soir par la télévision algérienne intitulée France, Médias et Propagande, il a été révélé que Rachida Dati figurait parmi les responsables directs de la diffusion sur France 2 de mensonges et d'affabulation inclus dans ce contenu hostile à l'Algérie conformément à ses orientations. Les sources de la télévision algérienne ont confirmé son implication dans ce scandale médiatique qui laissera une marque d'infamie dans les médias publics français. Dans l'actualité, l'autorité intergouvernementale pour le développement a condamné les violations et crimes commis par les forces de soutien rapide au Soudan et réaffirme son plein soutien à l'unité et à la souveraineté de la République du Soudan. Le secrétariat de l'IGAD, par l'intermédiaire de son secrétaire exécutif, condamne toutes les formes de violations commises par les forces de soutien rapide et réaffirme son plein soutien à l'unité et à la souveraineté de la République du Soudan ainsi qu'à ses institutions nationales existantes, a déclaré l'organisation régionale dans un communiqué officiel diffusé jeudi soir. Et justement, le gouvernement soudanais a salué vendredi la condamnation par l'autorité intergouvernementale pour le développement des violations commises par les forces de soutien rapide au Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'escalade continue de la violence au Soudan du Sud, notamment dans l'état de Jonglei, appelant les parties au conflit et au dialogue. Guterres est alarmé par la méthode incendiaire visant des communautés spécifiques et par l'annonce d'une intensification des opérations militaires qui ne feront qu'aggraver la situation des populations civiles déjà vulnérables, a dit son porte-parole Stéphane Dujarric dans une déclaration à la presse jeudi soir.
Au Niger, la circulation a repris dans la capitale Niamey jeudi 29 janvier après des tirs et de fortes explosions près de l'aéroport international de la ville selon les autorités. L'incident suscitait des inquiétudes sécuritaires autour de l'aéroport, un site sensible dans un pays en proie à la violence. Mais les autorités ont indiqué que le calme était revenu et que la vie quotidienne dans la capitale d'environ 1,5 million d'habitants était en grande partie intacte. Toujours au Niger, les forces de défense et de sécurité nigériennes ont annoncé avoir éliminé au moins 72 terroristes à travers le territoire national, dont plus de 50 lors de frappes aériennes ciblées menées entre les 19 et 25 janvier, selon le bulletin hebdomadaire d'information de l'armée. 48 suspects ont également été interpellés dans le cadre des opérations de sécurisation et de renseignement conduites sur le terrain. Et dans l'actualité aussi de ce journal, l'Union européenne a mis la Russie sur la liste noire jeudi 29 janvier pour risque de blanchiment d'argent, a déclaré Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. La Russie ne fait aucun effort, même symbolique, en faveur de la paix. Son attaque contre le train de voyageurs constitue un crime de guerre en même titre que l'attaque d'infrastructures civiles telles que les infrastructures énergétiques des hôpitaux, les écoles, les immeubles d'habitation. De ce fait, la Russie échoue sur le champ de bataille. Ce qui est clair, c'est l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'Union européenne. Nous travaillons donc à ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré jeudi 29 janvier que les problèmes mondiaux ne seront pas résolus par une seule puissance qui donne les décisions, en avertissant que le droit international était piétiné. Global problems will not be solved by one power calling the shots. Les problèmes mondiaux ne seront pas résolus par une seule puissance qui tire les ficelles. Ils ne le seront pas non plus par deux puissances se partageant le monde en sphères d'influence rivales. Il est important d'accélérer délibérément et avec détermination la multipolarité. Une multipolarité en réseau, inclusive par nature et capable de créer un équilibre grâce à des partenariats commerciaux, technologiques et de coopération internationale. Le droit international est bafoué, la coopération s'érode et les institutions multilatérales sont attaquées sur de nombreux fronts. Lorsque les actions précédentes ne suscitent pas de réaction adéquate, le système se déstabilise. Et l'impunité alimente les conflits actuels, attise l'escalade, accroît la méfiance et ouvre la porte à l'infiltration de puissants éléments perturbateurs venus de toutes parts. Malgré tous les obstacles, les Nations Unies agissent pour donner vie à nos valeurs communes et nous n'abandonnerons pas. Nous œuvrons pour une paix juste et durable fondée sur le droit international. Et dans l'actualité aussi, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 29 janvier qu'il prévoit de tenir des pourparlers avec l'Iran. Oui, je l'ai fait et je compte bien le faire à nouveau. Nous avons actuellement de nombreux navires très grands et très puissants qui font route vers l'Iran et ce serait formidable si nous n'avions pas à les utiliser. Eh bien, je leur dis deux choses. Premièrement, pas de nucléaire. Deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Ils en tuent des milliers. Vous savez, j'ai empêché 837 pendaisons il y a 2 semaines. Mais ils vont devoir faire quelque chose. Personne, absolument personne, n'a jamais rien vu de pareil. À en croire les déclarations de Donald Trump, l'Amérique est sur le pied de guerre, armada massive en direction de l'Iran. Mais le président américain souhaite malgré tout ne pas avoir recours à la force. L'Iran se dit prête à négocier, mais sans être mis sous pression. Les détails avec Safwan Bassabri. By the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. L'Iran dans la tourmente. C'est ce que laissent présager les annonces de Donald Trump, tantôt ouvert à la négociation, tantôt en véritable chef de guerre, annonçant la mobilisation massive d'une armada en route pour l'Iran. Nous sommes puissants militairement.
J'ai renforcé l'armée pendant mon premier mandat et désormais nous avons un groupe qui se dirige vers un pays appelé l'Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. L'Amérique est prête à entrer en guerre, même si son président préfère ne pas le faire, mais les deux parties semblent pour l'heure irréconciliables. Donald Trump exige la réduction drastique des capacités de défense iraniennes, balistiques en particulier, ainsi que le démantèlement du programme nucléaire. La réponse iranienne ne s'est pas fait attendre si Trump estime qu'il mènera une opération et qu'ensuite il pourra tweeter 2 heures plus tard. Il se trompe. Le porte-parole militaire iranien est donc clair. Le chef de la diplomatie iranienne se dit prêt à négocier depuis la Turquie où il se trouve. Ankara qui se propose de jouer les intermédiaires. La République islamique d'Iran n'a aucun problème à négocier, mais les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace. Ils doivent absolument renoncer à leurs menaces et changer leur approche pour permettre des négociations équitables et justes. Comme l'a dit M. Trump dans son message, équitable et juste. Toujours est-il qu'aucun accord n'a été trouvé pour l'heure, ce qui n'empêche pas l'armada américaine de se diriger droit vers l'Iran, qui se prépare à une riposte militaire malgré elle. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt. Tout de suite, retrouvez Leïla Guertal pour votre émission L'Échiquier International.